Moi, j'aurais tendance à dire que, à la fois en Europe et en Amérique latine, le problème principal, c'est comment mettre en œuvre le succès diplomatique de la COP21. C'est un effort supplémentaire, aussi bien pour l'Amérique latine que pour l'Europe. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, après la COP21, il y a un énorme défi qui est, in fine, de construire un monde post-carbone. C'est-à-dire qu'il faut changer nos modes de production, nos modes de consommation, l'accès aux ressources énergétiques, développer également la démocratie, l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et en même temps permettre, avec l'accès aux nouvelles technologies, de construire de nouveaux modèles économiques basés dans les services, dans un continent qui est devenu profondément urbain. Peut-être sur la question du risque Trump, on pourrait dire à la fois il est réel et la décision récente du président des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris en témoigne. Mais en même temps, il y a toute une série de mouvements qui ont été entamés, notamment à la COP21, qui continuent et qui n'ont pas besoin pour ça d'un accord des États-Unis. Je pense par exemple au fait que le réseau IDFC, qui est un réseau de banques de développement, d'institutions financières de développement, dont fait partie l'Agence française de développement, ça représente 3 000 milliards. De bilan, ça fait 600 milliards de prêts chaque année d'investissement, sur lesquels il y a 100 milliards chaque année pour le climat. Et donc IDFC, c'est une puissance de frappe considérable qui peut très bien continuer de travailler, et elle va le faire évidemment, que Trump soit d'accord ou non. Et de ce point de vue-là, l'Amérique latine a sa partie à jouer, puisque la BNDES, par exemple, au Brésil, fait partie de ce très beau réseau. Tout à fait. Je voudrais juste rajouter que dans la continuité de cette action, il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui qui unit également le continent européen avec l'Amérique latine, qui est le rôle des villes dans la lutte par rapport au changement climatique, est une magnifique opportunité pour resserrer un double lien. Les liens entre les villes unies face au changement climatique en Amérique latine et en Europe. Il y a une continuité politique avec les villes américaines, les grandes villes américaines. 192 villes américaines ont pris position pour se maintenir dans les accords de Paris, et en même temps avec les États, je pense au Costa Rica, je pense à l'Uruguay, qui sont deux exemples mondiaux de comment on peut faire vivre à presque 100% un pays avec une énergie totalement renouvelable. Moi, je dirais évidemment, il y a une analyse un peu peut-être superficielle qui consiste à dire, voilà, les déficits publics augmentent, la dette publique augmente, l'investissement est insuffisant, ça c'est vrai. En même temps, il faut à mon avis s'interroger plus profondément sur les causes du ralentissement économique de l'ensemble de la région. Ça me paraît assez clair qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est l'insuffisance des recettes fiscales. Au fond, l'État a énormément de mal à lever l'impôt, et s'il ne peut pas lever l'impôt, il est incapable d'impulser une politique économique. Là, il y a un véritable enjeu de gouvernance économique, politique, qui est de revitaliser la puissance publique, l'administration fiscale, pour lui permettre de lever l'impôt normalement. Alors, il y a évidemment un enjeu phénoménal sur cette question, qui est la fiscalité des multinationales. Et comme vous le savez, l'Équateur est en train de préparer une convention internationale sur cette question, sur laquelle d'ailleurs travaillent un certain nombre de juristes français, notamment le professeur Gilles L'Huillier, pour inscrire dans les traités internationaux commerciaux la possibilité de cours d'arbitrage international qui obligeraient les multinationales, dans leurs propres contrats, à respecter les droits de l'homme. Il y a trois problèmes majeurs à mon sens. Donc effectivement, vous avez relevé ce problème de la fiscalité des grandes sociétés. On a une grosse difficulté par rapport tout simplement à la gestion des ressources publiques des États. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui non seulement une fuite importante d'argent collecté par l'État quand elle est collectée, et notamment en particulier en raison de cette espèce de tradition de l'Amérique latine impactée très fortement par la corruption des gouvernances nationales, des gouvernances fédérales, je pense au Brésil, ou des gouvernances locales, je pense aux gouvernances en particulier municipales. Donc je pense qu'il y a un réel problème de feuille de route intégrative de l'Amérique latine en vue d'obtenir une meilleure mutualisation des ressources, une meilleure capacité à faire face donc aux défis qui sont essentiellement le changement de paradigme. Là où je pense qu'il y a aujourd'hui un frein important en Amérique latine, si on se situe dans une durée de 15-20 ans, c'est la problématique de la formation, c'est la problématique de l'éducation, c'est la problématique de la culture. On est loin du compte. Voilà. On a des excellentes universités, de très haut niveau. Je pense à Buenos Aires, l'Université de Buenos Aires, l'Université de São Paulo, la PUC à Rio. Mais globalement, on a quand même beaucoup de laissés pour compte. Autant l'analphabétisme a reculé,
autant l'éducation supérieure aujourd'hui n'est pas accessible à tous et ça ferme énormément de possibilités. Globalement, j'aurais tendance à dire, au moins, il y a un sujet pour nous qui est de maintenir les acquis extraordinaires de la période 2000-2012. Or, pendant ces 12 années-là, une bonne partie des pays d'Amérique latine, sous l'influence de, disons, politiques publiques, on pourrait dire bolivariennes dans un sens très large, ont réussi un exploit qu'aucun des plans d'ajustement structurel des années 80-90 n'est parvenu à faire, à savoir avoir de la croissance, et jamais le continent n'a eu autant de croissance que pendant ces années-là, et réduire les inégalités dans le même temps. Vous parlez de changement d'esprit et d'un rapport renouvelé à la propriété, et disons le thème que nous on essaie de pousser, c'est la question des communs, des bienes comunes, hein, qui rejoint d'ailleurs en partie un thème aussi très très vivant en Amérique latine, qui est celle du buen vivir, porté par les cultures indiennes. Hein. Disons d'une certaine manière, on pourrait dire un certain nombre de questions que vous souleviez à l'instant, hein, c'est comment modifier notre rapport à la propriété pour qu'il ne soit pas simplement cristallisé sous la forme d'un rapport à la propriété privée prédatrice, hein, qui consiste à prélever des ressources, les dilapider sans se soucier des externalités qu'on exerce sur le reste du monde. Et nous, il nous semble, en tout cas moi, il me semble que la question de l'institutionnalisation de biens partagés, de ressources partagées, sous la forme de communs, ça, c'est une voie extrêmement prometteuse. Si on reprend par exemple la question de l'urbanisation, que vous mentionniez tout à l'heure, comme un des faits majeurs de l'Amérique latine, qui est le continent le plus urbanisé de la planète, qui pose des questions phénoménales, évidemment, de pollution, mais aussi de violence. On pourrait dire au fond, qu'est-ce que c'est qu'une ville ? Sinon un lieu géographique où il y a un certain nombre de services qui sont mis en commun et partagés par les communautés. Et ce n'est pas des services publics, au sens où il ne suffit pas d'une administration bureaucratique de type étatique qui gère ces services. Il faut vraiment que les communautés à l'intérieur des quartiers s'approprient ces services, s'approprient des espaces communs, que ce soit un jardin, une place, une rue, etc., où tout le monde peut vivre ensemble et où il y a du lien social. Quand on voit le rôle territorial, économique, politique des villes comme Bogota, Buenos Aires, et la question que se pose effectivement, c'est qu'est-ce que les Smart Cities peuvent apporter dans la vie de ces villes-là. En réalité, la problématique des Smart Cities est plutôt un espace commun de travail et de réflexion sur des problématiques urbaines dans un monde complexe. Pour moi, la problématique de ce que je préfère appeler l'intelligence urbaine de la ville vivante, elle est basée sur 3 pivots. Et concernant l'Amérique latine, comme un terrain d'application. Le premier, majeur, c'est les bien vivre ensemble, c'est-à-dire l'inclusion sociale. Il n'est pas uniquement sociétal, dans le sens intégration des classes sociales, mais dans le sens de partage des ressources, non seulement matérielles, mais également immatérielles. Et parmi les ressources immatérielles, bien entendu, les nouvelles technologies et les données. Le deuxième pôle, le deuxième pivot de cette problématique des Smart Cities en Amérique latine, d'une manière globale, est réinventer les infrastructures. Il faut prendre conscience que l'essentiel des grandes infrastructures qui ont donné lieu au tracé et au développement des grandes villes d'Amérique latine sont vieilles d'au moins 50 ans. Je pense qu'il faut reposer le problème des infrastructures et j'ai inclus là-dedans les infrastructures vitales. Donc les infrastructures de l'eau, de l'énergie, des télécommunications, y compris celles qui donnent accès à l'éducation. Et le troisième élément, qui n'est pas assez développé en Amérique latine à mon sens, c'est le fait de booster avec les nouvelles technologies la convergence de cette double voie. Inclusion sociale d'un côté, réinventer les infrastructures de l'autre. Mon constat, c'est qu'aujourd'hui, la problématique de la ville, il n'est pas abordé sous cet angle-là. C'est-à-dire que soit on a une dérive extrêmement technocratique, je ne vais pas donner des noms, mais vraiment, elle commence à faire un peu mal dans la manière comme c'est géré, avec des intérêts très particuliers souvent. Ou de l'autre côté, une voie basée sur un espèce de populisme aidant, et dans lesquels donc, on ne trouve pas une réelle voie de concertation. Je pense que c'est plutôt d'autres politiques dans lesquelles on prend conscience qu'aujourd'hui, la ville, comme disait le maire de Curitiba, Jaime Lerner, qui a créé l'urbanisme tactique, l'acupuncture urbaine, la ville est en même temps le problème et en même temps la solution. C'est à partir de la ville que les biens communs pourront être réinventés et où le bien vivre, le mieux vivre ensemble, avec des communs au cœur, amène des nouveaux paradigmes. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire.